Nous allons donc ouvrir la deuxième table ronde de cette matinée, deuxième et avant-dernière table ronde. Et nous avons souhaité, lors de la préparation de ce colloque, que ceux que nous avons appelés des apprenants, donc des étudiants, puissent nous apporter leur témoignage autour de la question: comment apprenons-nous aujourd'hui dans cette fameuse société de l'accélération, entre accélération, attention et auto-formation. Alors je remercie beaucoup, j'allais dire chaleureusement, mais vous avez remarqué que l'amphithéâtre n'est pas très chaud. C'est pour ça qu'on passe du rock dès qu'on peut pour se réchauffer au cours de ce colloque, parce qu'on a un petit problème de chauffage. Mais je vous remercie quand même très chaleureusement, tous quatre, d'être là. Donc on va commencer par les dames. Aude Merlet, Juliette Robichon, Victor Le Chuiton, qu'on ne présente plus, Théophile Grosse. Je les remercie d'avoir bien voulu non seulement être les chevilles ouvrières de ce colloque, ils ont fait un travail remarquable et formidable, d'autant plus remarquable que j'ai l'impression que vous n'avez pas remarqué tellement de problèmes d'organisation. C'est vraiment grâce à eux tous, et puis les autres étudiants parmi nous que je remercie du même coup. Et Aude, Juliette, Victor et Théophile ont également accepté de témoigner dans cette table ronde, chacun leur tour de leur expérience. Noël de Noyel parlait de l'expérience, de leur expérience d'apprentissage ou d'apprenance dans le master de psychologie sociale de l'UCO auquel ils sont inscrits. Voilà. Victor, je te passe la parole. Bonjour. Ça va être un peu compliqué cette table ronde parce qu'on a vraiment un temps assez court alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on va essayer un peu de se restreindre. Tout d'abord, j'aimerais partir en fait du constat présenté par Christian Hélon dans l'argumentaire de cette table ronde. Nous pouvons considérer globalement qu'il y a deux grandes mouvances dans la formation au travers de l'usage des technologies. On peut considérer les personnes prenant de plein pied vraiment cette question au risque d'éventuellement, et j'insiste sur le éventuellement, perdre de la qualité dans leurs travaux, mais aussi les personnes se refusant à l'utilisation des nouvelles technologies et des technologies. À partir de cette situation, j'aimerais vous poser des questions auxquelles nous ne pourrons pas forcément répondre, mais qui devraient créer chez vous une réflexion. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de répandre qualitativement au plus grand nombre les savoirs sur Internet ? Et cette dichotomie que je vous ai présentée, qui est bien évidemment malléable, entre les spécialistes, est-elle pertinente ? Et particulièrement pour nous, les apprenants. En tant que jeunes, nous entendons régulièrement que les réseaux sociaux, et notamment Facebook, sont les temples de l'extrémité, créant parfois prénatalement une ombre digitale potentiellement nuisible à l'avenir professionnel et personnel, au travers d'un basculement en fait, entre ces frontières qui deviennent vraiment poreuses. D'autre part, j'utilise personnellement beaucoup Internet et les réseaux sociaux numériques et je suis régulièrement confronté aussi à des communications et des discours que je considère sans pertinence. C'est-à-dire, pour illustrer ce propos, je vais vous présenter une étude de Gabi Elkoff en 2016 qui a montré qu'environ la moitié des partages d'articles sur Twitter venant des grands influenceurs ne sont pas consultés. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes retweetent, donc sur Twitter, partagent l'article sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur, juste avec le titre. Donc on peut régulièrement observer des réactions d'individus n'ayant pas lu ces articles qui parfois comportent des erreurs. Donc il est vraiment important pour nous de prendre un vrai recul par rapport aux informations que nous trouvons sur Internet. Il est possible de trouver du très bon comme du très très mauvais. Mais ces deux réalités que je vous ai présentées occultent aussi l'aspect coopératif et contributif d'Internet et la liberté de chacun d'aller vers l'information et de trouver cette information. Autant critiquer que louer, ce support, donc Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, rompent avec les conditions traditionnelles d'échange et d'apprentissage.
créant une proximité et une instantanéité potentiellement exploitables par les individus, mais aussi par les entreprises ou les associations ou tout autre. Grâce à vraiment la volonté des utilisateurs, les réseaux sociaux deviennent des salles de travail coopératifs, lieux immatériels d'échange de savoir, d'opinions ou encore de débats. Donc pour ça, je vais vous présenter une petite étude à laquelle j'ai participé il y a quelques mois. Donc, si ça marche. Voilà. Du coup, en fait, c'est il y a quelques mois, Albin Jarry, donc, qui est enseignant à la Sorbonne, entre autres, a lancé une recherche intitulée 612 rencontres sur les réseaux sociaux. Donc, pour cette étude, il est parti à la rencontre sur Internet des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux, mais aussi de 74 acteurs du web. Donc, prenant vraiment cette question à bras-le-cœur. Donc 2 livres blancs ont été créés à partir de ça, confrontant les opinions, les utilisations, mais aussi les recherches de chacun. Donc vous pourrez retrouver ces 2 livres blancs gratuitement sur Internet. Voilà. Vraiment, je vous ai présenté je vous présente ces livres blancs, sans rentrer dans les détails, parce que c'est ça pour moi l'essence même d'Internet, c'est vraiment permettre à chacun de pouvoir aller vers le savoir. Un autre exemple, je réalise en ce moment donc, mon mémoire de recherche, étudiant en master. J'ai utilisé Internet, donc les emails et les réseaux sociaux pour diffuser mon questionnaire quantitatif. À raison de 5 minutes par jour, j'ai obtenu en moins de 2 semaines 1200 réponses et trouvé plusieurs de mes sujets pour mes entretiens qualitatifs. Cependant, il est vraiment nécessaire pour moi de prendre en considération ces conditions de passation sortant des cadres traditionnels. Donc, il est vraiment important de garder quand même un ancrage méthodologique pour ne pas tomber dans le sondage au final. Un autre exemple, un peu en parallèle de l'auto-formation, mais toujours dans ce rapport, c'est l'initiative Hive for Emploi. Vous voyez derrière moi, en fait, donc c'est un screenshot, donc une capture d'écran d'un post Twitter où quelqu'un cherche un emploi et donc présente son CV à partir d'une image, et les personnes, donc toute personne inscrite sur Twitter peut retweeter, donc c'est-à-dire partager cela pour essayer justement de trouver un emploi. On peut voir ici, pour cette personne, que là, vous voyez, 113 personnes ont partagé son statut. C'est-à-dire que si on considère que les comptes ont en moyenne entre 500 et 1000 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 70 000 et 130 000 personnes potentiellement, vraiment potentiellement, qui auraient accès à cette information, donc ça favorise aussi la possibilité d'emploi. D'un aspect vraiment plus concret, quelles initiatives de diffusion de l'information sont aujourd'hui mises en place? On peut directement penser au MOOC, plateforme d'apprentissage en ligne, comme on a pu en parler dans la table ronde avant, ou encore les archives ouvertes HAL, les mailings et vidéos d'Harvard proposant gratuitement les résultats de la recherche. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, Twitter est vraiment un excellent réseau social de partage de savoir. On peut y trouver de tout. C'est-à-dire que sur mon compte, j'ai regardé, en 2 minutes chrono, j'ai eu 157 possibilités d'information. Donc, on trouve des choses très intéressantes, mais aussi j'ai su qu'une personne est allée promener son chien. C'est pas très intéressant. Donc, le problème aussi d'avoir autant d'informations, c'est qu'on peut tomber dans l'injonction à la connexion. C'est-à-dire que si on ne se connecte pas, on peut manquer des choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément grave, mais on reste au final très connecté et très dépendant de ça. C'est-à-dire qu'on reçoit, nous, sur des notifications sur nos portables et qui nous font maintenir tout le temps dans cet état-là. Donc d'un côté, on peut nier les risques d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, risques pour l'individu, la marque ou tout simplement pour l'autre. Mais la force des réseaux sociaux, et justement aussi son risque, c'est le rapport à l'autre. D'un côté, Internet et a fortiori, les réseaux sociaux sont de réelles opportunités de développement personnel et professionnel, bien sûr. La démocratisation du savoir et de l'échange en est pour moi un des principaux bénéfices. Aujourd'hui, le savoir n'est plus cantonné aux élites disposant d'un accès aux revues, aux livres. Internet, dans sa conception collective, prône l'échange des informations ou à la rigueur la monétisation des informations. Néanmoins, l'information est disponible.
C'est donc à chacun d'aller chercher cette information et de devenir acteur réellement de sa formation. Et ce, quel que soit le domaine étudié. C'est possible d'aller s'intéresser de la politique, de la biochimie, de l'histoire, de l'informatique, tout ce qu'on veut. Enfin, je vais vous raconter une petite anecdote qui va faire le lien entre tout ça. Il y a quelques mois, un enseignant nous a présenté avec Théophile que lorsque lui-même était étudiant, donc il y a quelques années, il fallait, pour avoir un article, envoyer en fait une lettre, donc par exemple aux États-Unis, pour pouvoir avoir l'article. Donc en sollicitant l'écrivain, donc on peut imaginer le temps que ça met, le temps que la lettre y aille, la personne y réponde et que la lettre revienne. Aujourd'hui, les articles sont beaucoup plus accessibles. Mon ordinateur, moi j'ai des milliers d'articles dessus. Donc vraiment, le savoir est possible et accessible. En conclusion, je vous dirais, selon moi, que c'est vraiment aussi aux sciences humaines et sociales de prendre cette question vraiment à bras-le-cœur. C'est-à-dire, nous sommes au centre de cette question entre le conservatisme exacerbé et l'avancée technologique dénaturant le savoir. Donc c'était aussi ça le but de ce colloque, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Comme on a parlé l'autre jour avec Christophe Jeunesse, qui je crois n'est pas là, la question n'est pas de mettre un apprentissage en ligne. En soi, c'est pas très compliqué, mais comment les formateurs vont le mettre en ligne et surtout comment est-ce qu'il va être saisi avec les participants. Néanmoins, il est possible d'être beaucoup plus proche des personnes qui sont à l'autre bout du monde qu'avec vous, enfin je pense que vous m'écoutez, j'espère, qui va être là. Il y en a qui sont sur leur mail. Donc une autre preuve de l'utilisation d'Internet, donc dans ce colloque-là, comme vous avez pu le voir, nous sommes filmés en ce moment. Actuellement, nous sommes retransmis à La Réunion et à Tahiti notamment. Donc ça permet à des étudiants et des professionnels à travers le monde d'avoir accès à ce savoir. Donc pour moi, c'est vraiment des questions qu'il faudrait intégrer le rapport, donc la possibilité, le travail de recul par rapport aux informations disponibles qu'il faudrait intégrer dès la formation, c'est-à-dire dès le secondaire même, au travers de réflexions avec les étudiants, avec les enseignants. Plus que ça, pour moi, c'est actuellement un basculement qui est désormais devenu banal. Merci. Bravo, merci. Voilà, donc pour continuer à la suite de Victor, je vais aussi essayer de vous présenter quelque chose. Donc c'est la première fois que j'interviens sur une conférence, donc un petit peu impressionnant, je dois avouer. Alors, l'accélération, thématique de notre colloque, la vitesse, la technique, l'immédiateté, la simultanéité. Ce sont des termes qui réfèrent à des concepts qu'on connaît bien en ce moment particulièrement, qu'il s'agisse des trois forces décrites par Rosa, l'accélération technique des rythmes sociaux ou des rythmes de vie, qu'il s'agisse de la compression du présent dont parlait Hermann Lübbe déjà à son époque, qu'il s'agisse de la mobilité sociale dont sont victimes notamment les cadres aujourd'hui et beaucoup de travailleurs. On ne peut pas nier que tout ça existe et que c'est présent, que c'est observable et la plupart du temps quantifiable. Mais il y a un exemple que j'aimerais saisir pour exploiter cette piste, c'est celui de l'email, qui a déjà été plusieurs fois mentionné avant. C'est quand même une belle révolution, l'email. Permet de communiquer dans une vie professionnelle et privée en un temps assez réduit, là où avant on avait le courrier. On prend beaucoup moins de temps pour envoyer un email, pour lire un email, pour communiquer par email que par courrier. Mais par contre, on observe aussi qu'on envoie du coup beaucoup plus d'emails dans la même journée. Donc finalement, on passe plus de temps sur l'email. On voit une forme de contre-productivité quelque part. Et l'email devient pourtant un enjeu de plus en plus important actuellement. Alors il y a... mon interrogation, c'est quelles sont les conséquences de cette accélération technique autour de l'email. Alors pour illustrer ça, j'ai entendu un jour un gendarme qui m'évoquait le principe de l'AQCG. Alors figurez-vous cette personne qui revient d'une semaine de vacances tranquillement et qui retrouve sa boîte mail avec 400 mails en attente. Et qu'est-ce que m'a dit cette personne? C'est que je prends les mails, je les mets dans une boîte d'archives et j'applique le principe AQCG. Attendre que ça gueule. C'est assez magique et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous dit encore après que ça ne gueule jamais.
Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors, tout d'abord, on a le fait qu'avec l'email, on a une information qui devient abondante. On envoie beaucoup de choses par email et parfois des choses qui ne sont pas d'une importance capitale ou d'une importance quelconque d'ailleurs. Ensuite, on voit que le mail tend à devenir un facteur de décharge de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai une question, j'ai une information en ma possession que je ne sais pas comment traiter. J'ai cette possibilité de la lancer sur toute une mailing, de l'adresser à une centaine de personnes, voire plus, et de me dire « j'ai fait tourner cette information ». On ne peut plus m'accuser de mal l'avoir utilisée. Donc voilà quelques contre-coups de l'email que vous avez certainement vécu d'un côté ou de l'autre. Je me perds un petit peu, mais voilà, donc on peut donc commencer à se demander si on ne rentre pas dans une ère de déperdition de l'information à travers l'email à ce titre-là. Donc l'accélération est présente, l'accélération de la technique notamment. J'aime bien le titre de l'ouvrage de James Gleick, chroniqueur au New York Times, « L'accélération de tout ou presque ». Cependant, il y a une... Oui, de tout ou presque. Il y a une question qui reste en suspens à propos de cette accélération, notamment autour de la technique, c'est qu'en est-il de l'écart générationnel? Alors, on ne peut pas nier que l'accélération et le temps est une question de perception. Donc, si on reprend les notions apportées par Paul Fraisse et Guiton en psychologie cognitive, la perception du temps est rendue possible grâce à la succession d'événements et de stimulations. Guiton précise en outre que le présent est le fruit des projections du passé. Donc on voit déjà quelque chose qui apparaît, c'est que le temps découle directement de ce qu'on a vécu, avant, de nos expériences antérieures. Alors là, on voit un point que je trouve assez intéressant, c'est qu'en tant que jeunes, nous n'avons pas ces points de comparaison antérieurs. C'est-à-dire qu'à une époque où les anciennes générations, au sens précédentes, nos précédentes générations, avaient l'habitude de communiquer par courrier, de se voir en face à face pour des réunions, d'avoir un contact beaucoup plus humain, nos générations à nous, on est nés dans ce bain de virtualité, on est nés dans ce bain d'email, on est nés dans ce bain d'instantanéité. Actuellement, on peut rejoindre Paris à Strasbourg avec la nouvelle ligne en 1h50, par exemple. C'est assez récent, c'est nouveau. Et là où je veux en venir, c'est donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'accélération pour ces nouvelles générations dont on fait partie? Est-ce qu'on peut encore parler d'une compression du présent et est-ce qu'on peut encore qualitativement évaluer en tant que jeune le ressenti de cette accélération? Parce que si on reprend l'idée de Guiton, donc, il est assez difficile de trancher en faveur d'une accélération notable pour les jeunes. Parce qu'en effet, nous n'avons pas de point de comparaison pour cette accélération, pour cette société qui s'accélère. Étant né et bercé par ce mouvement dès le début, participant avertis et participants volontaires de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ne sont d'ailleurs plus si nouvelles que ça quand on regarde de près. Donc l'idée se pose à mon sens qu'on ne ressent pas cette accélération comme un changement qui entraîne la société dans une forme de danse accélérée et endiablée, mais que cette danse est notre quotidien. Et je défends un peu le postulat que les nouvelles générations ne ressentent pas l'accélération telle qu'elle est décrite dans les livres, telle qu'elle est décrite par les anciens, entre guillemets, pas les anciens au sens... On se comprend. Et je pense aussi que les jeunes générations sont une force motrice de l'accélération et que cette accélération, notamment technique, représente l'avenir des jeunes générations. Donc, comme le disait Victor avant, grâce à la technique, l'accélération de la technique, on a un nouveau monde qui s'offre à nous. On a des possibilités d'avoir un accès à des savoirs, une banque de savoirs énorme, on a une possibilité d'avoir accès à des offres d'emploi, tout ça via un ordinateur, un téléphone portable. Et donc pour en venir sur ce point-là, je prendrai l'exemple de la formation et d'Internet. Alors Internet, un outil de maître de l'accélération et de la communication notamment, moteur de l'individualisation pour certains, facteur de socialisation pour d'autres au travers des réseaux sociaux. Internet aujourd'hui c'est la porte ouverte au savoir. Pas seulement au savoir général, au savoir vulgaire et populaire, mais aussi au savoir scientifique, au savoir qui révèle d'une grande précision. Et on remarque de plus en plus qu'il est de moins en moins dans les mœurs des étudiants d'aller écumer les bibliothèques de fond en comble pour réaliser un travail, pour faire un mémoire, pour faire un dossier, mais qu'on se sert de plus en plus des outils informatiques. Alors pourquoi? Parce qu'on a des techniques, Google, des indexateurs de mots-clés, des processeurs quantiques qui permettent de traiter simultanément des données, donc 0 et 1 à la fois,
presque de l'intelligence artificielle, des banques d'articles en ligne et surtout la possibilité d'avoir le témoignage de pairs sur des sujets. Le principe des forums, le principe des blogs. Des milliers de gens peuvent apporter un témoignage sur un sujet. Il suffit de poser une question pour avoir des retours instantanément et d'une grande quantité de personnes. Alors on peut toujours se poser évidemment la question de la validité des résultats obtenus sur Internet, c'est indiscutable, on est d'accord, mais est-ce que le travail de l'étudiant dans ce cadre-là n'est-il pas aussi d'être critique par rapport à tout ça ? C'est-à-dire de défendre son point de vue, d'apporter quelque part sa pierre au calvaire de la connaissance, mais en partant de ces nouvelles données. Internet, les avis protéiformes qu'il possède ne sont-ils pas une façon d'aiguiser notre esprit critique quelque part, d'apprendre à sélectionner l'information et de la traiter ? Donc Internet est un outil et doit avant tout rester un outil au service de la pensée, mais est-ce qu'il ne faudrait pas actuellement apprendre à se servir d'Internet, s'en servir correctement de façon juste et auguste, plutôt que d'apprendre qu'Internet est potentiellement dangereux et mal placé ? Je pense que l'idée de l'éducation notamment tend à évoluer vers ce point-là, qui est d'apprendre à se servir des informations plutôt que d'apprendre à les apprendre. Donc loin de moi, bien sûr, l'idée d'éradiquer l'apprentissage par la rencontre ou par les livres, ça reste d'une importance capitale, on est bien d'accord, mais je suis quand même convaincu que les nouvelles technologies sont un formidable moyen de recueillir, de traiter l'information, mais surtout un moyen formidable de s'auto-former au travers des plateformes qui sont mises en ligne, telles que les MOOCs, tels que des blogs, tels que des forums, ou d'autres terrains d'enseignement numérique. Donc pour conclure, je dirais que l'informatique est en effet un outil qui peut être dangereux si mal utilisé, mais qu'il est de plus en plus nécessaire d'apprendre à s'en servir parce que cet outil n'est pas prêt de s'arrêter. Et si on n'évolue pas avec lui, on va évoluer contre lui. Juliette. Bonjour. Donc, en tant qu'étudiante, je constate aujourd'hui une évolution des moyens dont on dispose pour étudier. En effet, on voit qu'aujourd'hui, aucun étudiant ne vient en cours sans son ordinateur. Ça devient vraiment indispensable dans le processus d'apprentissage, comme dans la performance, parce que forcément, on écrit plus vite, on saisit plus vite l'information. C'est vrai que c'est intéressant. Après, je vais moduler ce point de vue au cours de ma réflexion. Donc, les outils informatiques nous permettent d'apprendre à manipuler des logiciels, à organiser des données virtuellement, et nécessitent de savoir sélectionner l'information. En effet, Internet nous offre un accès à des savoirs quasi illimités, où se mêlent les disciplines et les différentes sources d'informations. En effet, la sélection d'informations peut être rendue subtile par cet accès en ligne à des données massives. Il peut être complexe de différencier l'information d'un buzz médiatique ou d'une rumeur issue des réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit être assez sensible. Souvent, on oublie. L'information est décontextualisée en fait sur Internet. Souvent on cite les sources, c'est vrai que c'est nécessaire, c'est dans les normes, mais quand on partage des informations sur des réseaux sociaux, les sources finissent par se perdre, par se confondre, et on ne sait plus vraiment à quelles données on a accès. Et cette sélection de l'information, malgré l'auto-formation à travers les outils informatiques, les logiciels, il n'y a que l'utilisateur qui peut la faire. Donc je pense que c'est vraiment important dans l'auto-formation et aussi dans l'échange avec les autres, de pouvoir prendre du recul sur cette plateforme, enfin sur ces plateformes en ligne et sur l'outil informatique de manière générale. À l'heure actuelle, c'est sûr que c'est plus rapide que le livre de consulter des articles en ligne qui s'offrent à nous pour nous auto-former. En effet, de nombreux articles nous informent sur des concepts précis. On peut faire une recherche spécifique avec des mots-clés, et on n'a pas à regarder tout le sommaire d'un livre qu'on est allé chercher en s'appuyant sur la disposition. Directement, on sélectionne pour nous tous les documents qui vont concerner l'information qu'on recherche. On peut aussi se présenter virtuellement, faire exister son image et ses expériences sur Internet, mais il est parfois difficile d'imaginer quelles sont les personnes qui rencontrent notre existence virtuelle. Même s'il y a des réseaux sociaux et professionnels, quand on met un CV et ses expériences en ligne, on ne sait pas vraiment qui va les voir et finalement, quand on rencontre aussi des profils en ligne, on ne sait pas vraiment si ceux-là nous sont destinés. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à appréhender aussi du point de vue des objectifs
L'objectif, quand on est en face à face avec les personnes, il est clair. Quand on donne un CV à quelqu'un, on sait pourquoi on postule, on sait à qui on fait notre demande, on peut l'argumenter directement. Donc je trouve ça intéressant, c'est plus facile et aussi on s'ouvre à beaucoup plus de personnes. Il y a tellement de rencontres qui ne seraient pas possibles sans cet accès à Internet. Parce que ces réseaux, on les démultiplie grâce à la connexion. On ne pourrait pas apprendre autant de choses, on ne pourrait pas rencontrer autant de personnes, on ne pourrait pas avoir autant d'outils sans la connexion à Internet. Par contre, c'est aussi difficile de garder une dimension sociale des échanges. Et moi, vraiment, quand j'apprends à travers Internet, au bout d'un moment, c'est personnel, je suis en manque de contact humain, en fait. Parce que je trouve que les espaces de rencontres virtuelles permettent d'accéder à davantage de contenu, davantage de personnes. Mais finalement, on est toujours assailli par des notifications, par des informations qui nous parviennent. On ne sait pas trop de où elles proviennent. Ça vient comme ça, on clique et on est reparti sur d'autres fenêtres. Donc on n'est jamais à fond dans ce qu'on fait, je pense. Donc du point de vue de l'attention, je pense qu'elle reste toujours meilleure quand même quand on travaille en groupe, dans une salle, quand on prend un café, quand on fait des pauses, et finalement, c'est dans l'auto-formation aussi s'adapter à ce que veut le quotidien, parce que la réalité sociale, elle est là, en face de nous. Et même si avec Internet, on peut accéder à plus de choses, même si ça nous donne plus de possibilités, ça ne nous permet pas quand même d'avoir ces échanges, de rencontrer les personnes et de s'adapter aux aléas de la société, par exemple les retards dans les transports, la difficulté à se synchroniser en fait, à être là au même moment, à échanger efficacement, à gérer les appels. Voilà. Je pense que vraiment l'outil informatique, c'est nécessaire dans la vie des étudiants et dans la vie professionnelle. Mais des fois, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à s'en détacher, à se poser, prendre du recul et voir ce que nous apporte Internet et voir ce que nous apporte aussi le face-à-face. Parce que pour une relation d'échange, d'apprentissage, je trouve que c'est important quand même de pouvoir être en face de son interlocuteur, de pouvoir faire connaissance. Et vraiment, je trouve que la dimension sociale facilite l'accueil de l'information. Donc, selon moi, pour s'auto-former, il faut s'adapter aux évolutions. En effet, il faut savoir se servir d'Internet, mais il faut savoir aussi prendre du recul, avoir un regard critique, oser le confronter avec les autres. De quelle façon reçoit-on l'information ? Je pense que la dimension sociale des échanges n'est donc pas entièrement remplaçable par les espaces virtuels, puisque la personne qui apprend seule ou en collectif doit être capable de faire évoluer ses savoirs et de les adapter à chaque situation. Ainsi, je pense que l'accès à un contexte physiquement existant doit demeurer tout de même, malgré l'accélération des rythmes sociaux. Donc, bonjour à tous. Mes propos vont rejoindre un peu ceux de Victor et Théophile dans le sens où l'accélération permet vraiment d'accéder à une densité d'informations par divers moyens et par divers supports. Mais je vais plutôt axer, moi, sur le contexte, finalement, sur l'accélération et l'auto-formation par rapport au monde du travail. Donc en fait, je me suis dit que le fait d'accéder à cette densité d'informations, ça permet aussi de s'auto-former donc plus rapidement que par les échanges en face à face. Mais pour moi, ces échanges-là sont quand même toujours présents et toujours importants. Donc la notion d'accélération m'amène aussi à me demander, et à demander, je trouve, en tant qu'étudiant, le fait qu'on soit toujours plus formé et toujours plus diplômé. Et je pense que ça n'atteint pas que les étudiants, mais l'ensemble aussi de la population des travailleurs. Et ça m'a amené à me poser la question, finalement, de la valeur que prenait l'auto-formation par rapport à cette demande d'être plus formé, d'être plus diplômé, qui est finalement due à l'accélération et du coup en rapport avec le monde du travail. Par rapport à ça, donc dans mon mémoire, j'ai étudié l'impact des compétences développées par les étudiants
dans un cadre associatif d'enseignement supérieur sur le processus de recrutement en entreprise et plutôt en termes de valorisation, de représentation et de reconnaissance. Finalement, ça m'a amené à des résultats assez qui donnent sens à ce qui se passe en ce moment dans notre société, où finalement les entreprises recherchent plutôt des expériences que les étudiants ou les jeunes diplômés ont pu avoir dans leur domaine. Il y a quand même une appréciation de ces expériences associatives, mais finalement les compétences qui ont pu être développées dans ces contextes-là ne sont pas reconnues. Et donc le lien que je fais avec l'auto-formation par rapport à cette étude-là, c'est plutôt la question finalement comment est-ce qu'on valide cette auto-formation-là. Pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée. Elle peut aider à construire un projet professionnel dans le sens où on va aller chercher ses intérêts, ses besoins. Mais finalement, même si je considère l'auto-formation comme une ouverture sur l'environnement qui nous entoure, je trouve qu'elle est difficilement mesurable dans ce rapport-là au monde du travail. Donc ça m'a amené à me poser la question en préparant du coup cette intervention aujourd'hui. Finalement, comment on peut affirmer que chacun d'entre nous s'auto-forme, comment on peut dire qu'on a atteint un certain niveau, si je puis dire, d'auto-formation. Car pour moi, il y a une part d'autonomie, comme le citait aujourd'hui quelqu'un dans ce colloque, par rapport à l'auto-formation, dans le sens où chacun va aller chercher ses intérêts, ses besoins, donc plutôt apprendre par soi-même, même si il apprend également avec les autres. Ça reste un processus qui est propre à chacun. Et du coup, ça m'amène à la notion finalement, donc on apprend chacun avec les autres ou par soi-même. Et est-ce qu'on peut le transférer dans un autre contexte? Est-ce que ce qui est appris en auto-formation, on peut l'intégrer finalement dans une autre situation? Si je prends un exemple plus personnel, j'ai été dans la fédération des étudiants de l'UCO, où j'étais plutôt, j'avais des activités plutôt en relation avec les partenaires. Et finalement, je gérais ces relations-là et ces activités-là en même temps que les cours. Donc ça me faisait deux choses à gérer en même temps. Et finalement, ça demande d'être très attentif, même s'il y a quelquefois une décentration de cette attention-là. Mais même si ça amène au fait que ça donne l'impression de ne pas pouvoir avancer concrètement en termes de résultats dans le temps donné, finalement, il y a quand même cette action de gérer deux choses en même temps qui, je trouve, est quand même commune aujourd'hui à pas mal d'étudiants. Donc voilà, si je transfère ça dans un autre contexte, je dirais par exemple qu'aujourd'hui, ça me permet en stage de gérer deux projets en même temps. Je suis plutôt sur une analyse, par exemple, d'une enquête, et en même temps, je gère des projets d'accompagnement au groupe de parole. Donc voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose de transférable, cette auto-formation qu'on peut acquérir. Et donc, puisque dans cette société d'accélération, comme je disais tout à l'heure, je considère qu'on nous demande toujours plus. Je pense qu'il y aura toujours plus d'auto-formation. Et finalement, je pense que c'est à chacun aussi de voir, de décider comment il souhaite la valoriser et s'il le souhaite aussi, et comment il souhaite utiliser cette auto-formation. Voilà. Vraiment grand merci, chers étudiants. C'est une belle récompense pour notre équipe enseignante, ces témoignages que vous venez de nous apporter. Merci à vous. Hier soir, on était en quelque sorte un peu du côté de l'ancien, qui n'est pas un terme tellement péjoratif, avec Bernard Honoré. Ce matin, tout à l'heure, du côté du récent, avec les big data. Et puis là maintenant, j'ai envie de dire du côté de l'avenir, et du relais que nous sommes en train de vous passer. Avez-vous des questions, des réactions? Ouais, Gilles.
Ah oui, il faut... Merci pour vos interventions qui étaient très, très intéressantes. Enfin, j'ai plusieurs questions, aussi quelques réflexions par rapport à ça et par rapport à l'auto-formation et par rapport à l'intention. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet depuis quelques années. Mais il y a des questions quand même qui ne sont pas forcément posées. La première, c'est comment est-ce que l'on forme à l'esprit critique face aux informations que l'on peut trouver et que l'on peut s'approprier sur Internet, puisque l'auto-formation, évidemment, on peut trouver des choses très intéressantes sur la psychologie, mais on peut aussi apprendre à fabriquer une bombe, on peut aussi apprendre qu'il y a des complots, etc., etc. Donc il y a aussi une masse d'informations qui est assez peu contrôlée. Je pense qu'il y a cette question de l'esprit critique, on le voit d'ailleurs par rapport aux jeunes là, qui sont tombés dans le djihadisme, à peu près toutes disent, voilà, on s'est auto-formé au djihad grâce à ce qu'on trouvait sur Internet. Donc ça, c'est un point. Sur l'attention, on parlait des MOOC aussi. Enfin voilà, alors, les MOOC, ça passe un petit peu de mode, il y a plutôt une volonté de passer à des SPOC, donc de privatiser et de rendre payants ces MOOC, mais sur ces MOOC, il y a plusieurs choses à dire. C'est que les MOOC qui étaient bien faits, ça veut dire qu'ils retiennent l'attention, parce que sur la plateforme Fun numérique du ministère, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inscriptions, et là les données chiffrées sont moins sorties parce qu'elles sont moins glorieuses pour ces MOOC, mais il y a aussi beaucoup d'abandon, et notamment au bout de la deuxième ou de la troisième séance. Donc on voit bien que même par ces nouvelles technologies, on a quand même du mal à retenir l'attention. Donc voilà, c'était 2 questions, réflexions sur ce sujet-là. Alors, je voudrais rebondir sur cette question des MOOCs, donc du nombre d'inscriptions et du nombre d'abandons. Alors, en effet, c'est quelque chose qui est certainement très vrai, mais c'est pas seulement le cas sur ces plateformes en ligne. Combien de gens veulent commencer la cuisine et finissent par abandonner? Combien de gens veulent commencer le dessin et finissent par abandonner? Combien de gens commencent la musique et finissent par abandonner? On a cet enjeu-là qui est quand même assez transversal, et quelle que soit la discipline qu'on veut, que ce soit sous format numérique ou non. Donc en effet, il y a bel et bien un enjeu d'abandon, certainement un manque de contrôle aussi des connaissances acquises en MOOCs, d'où l'intérêt de les privatiser, ce qui permet d'avoir une valorisation déjà supérieure de la formation, quelque part. Mais en effet. Quelqu'un souhaiterait... Rapidement, par rapport au MOOC, j'allais réagir de la même façon, ayant moi-même abandonné plusieurs MOOC. Voilà, enfin c'est pas pour le moment. non. Voilà, non mais exactement. C'est-à-dire que on peut faire ces critiques-là envers Internet d'une façon générale, mais voilà, dans la vie hors Internet, c'est la même chose. Et pour ça, il existe aussi, par exemple, je pense à un support Duolingo, vous connaissez peut-être, qui est une plateforme d'apprentissage des langues, qui tous les jours peut nous envoyer un email, donner des notifications, etc. C'est des petits éléments qui peuvent être intrusifs, mais qui permettent aussi de rappeler, de continuer. Et c'est à raison de 2-3 minutes par jour. Après, dans tous les cas, c'est aussi une question de motivation des personnes. D'une façon plus concrète par rapport à l'esprit critique dont on parlait, j'aimerais... comment dire ? Pour moi, il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a le rôle lors de l'éducation, déjà, que ce soit l'éducation durant la scolarité, mais aussi au travers des parents, enfin des cercles familiaux, de travailler ça. Mais d'autre part aussi, je pense que les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. J'ai moi-même plusieurs fois été, je pense à Facebook, je suis tombé sur des contenus haineux, mais vraiment... nazisme, etc. Je les ai signalés, ils n'ont pas disparu. Donc, c'est pour ça que, je reprends par rapport à votre exemple du djihadisme. C'est-à-dire que il faut que
Il faut que toute personne en fait travaille cet esprit critique donc tout au long de la vie, mais aussi que les plateformes prennent leurs responsabilités là-dedans selon moi. Je ne sais pas si je réponds trop à votre question. Je sais pas si vous voulez. Alors, il y a une question devant. Alors, une autre derrière et puis après devant. Voilà. J'ai juste deux remarques en fait. La première remarque, je fais de la formation en fait à l'université des étudiants de psychologie en méthodologie de travail universitaire en premier semestre. Ça fait quelques années que je fais ça et d'autres faisaient déjà ça avant moi depuis des années. Et ça fait des années qu'on assure la formation des étudiants sur ces questions-là, c'est-à-dire comment rechercher de l'information sur Internet de qualité. Et là-dessus, quelque chose qui m'a frappé et qui continue de me frapper, c'était donc pour mettre un bémol sur la question de la démocratisation de savoir par Internet, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez accéder à une information de qualité sur un plan scientifique en psychologie, ce n'est pas possible à partir des moteurs de recherche qui sont gratuits ou disponibles comme Google, Google Scholar, etc. C'est-à-dire vous devez accéder à des bases de données comme EBSCOhost, Web of Science, etc. Et malheureusement, si vous n'êtes pas inscrit dans une université, vous n'avez pas accès parce qu'il faut payer sinon, et bon, des sommes astronomiques si vous le faites de votre propre initiative. Donc il y a constitution déjà malheureusement au sein de la recherche d'une limitation de l'accès à la science elle-même en fait. La deuxième remarque que je voulais faire sur la question des nouvelles générations qui m'intéressait beaucoup, j'ai beaucoup apprécié les différentes interventions et ce qui me frappe beaucoup sur les années, parce que même si j'ai pas une expérience très ardue, mes groupes ont énormément changé très rapidement, j'ai eu une accélération du type d'étudiants que j'ai dans mes groupes. Et ce qui me frappe, c'est que mes étudiants sont de plus en plus intéressés. C'est-à-dire que si avant, en psychologie, j'avais beaucoup d'étudiants qui étaient là parce qu'ils avaient pu s'inscrire ailleurs, ou ils avaient vu de la lumière, enfin bon, ce n'est absolument de moins en moins le cas, ou du moins j'ai une très grande facilité à vous intéresser, enfin vous, mes futurs étudiants. Et je me dis que ça vient peut-être du fait que le fait que vous soyez exposé en permanence à une très grande quantité de données, le fait que vous soyez en permanence amené à communiquer entre vous, ça crée une émulsion, en fait, et une demande, une forte demande de savoir. Et là-dessus, je trouve que ce côté-là a un effet très positif, parce que du coup, ça me permet, moi, très facilement, derrière, de vous donner des outils, puisque vous êtes en attente de recevoir ces outils. Voilà. Encore rapidement, par rapport à ce que vous nous avez présenté au début, le fait que dès la première année, il y a un travail autour de ce qu'on peut trouver sur Internet. J'aimerais prendre le contre-pied de ça. J'ai eu de très nombreux engagements associatifs au niveau national, donc en travaillant sur les plaquettes des universités, donc plusieurs de vos universités par exemple. À vrai dire, ces questions sont prises en compte, en effet, mais pas assez loin selon moi. C'est-à-dire qu'on arrive, on arrive en première année d'université. On a déjà essayé de travailler, on est déjà tous allés, enfin à peu près tous, et aller sur Google, essayer de trouver des informations, etc. Pour moi, ces questions-là devraient intervenir surtout beaucoup plus tôt. C'est-à-dire dès le lycée, on peut voir, regarder dans la rue. Actuellement, des personnes de 10 ans ont en bon nombre des smartphones, sont sur Internet sans arrêt, etc. On souhaite, vers l'université, commencer à travailler ces questions-là. Pour moi, c'est auparavant qu'il faut les travailler. Ah oui, par rapport à la démocratisation, pardon. Oui, je vous disais, pour moi, je disais que le savoir est accessible. Je ne dis pas qu'il est forcément gratuit. C'est juste qu'il y a une possibilité d'aller le chercher. Alors qu'auparavant, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'aller le chercher, ou au moins c'était réservé à certaines tranches. C'est-à-dire que si je voulais aller me former à la biochimie, c'était possible, mais c'était peut-être plus compliqué. Des réponses ou... Moi, je suis assez d'accord avec... Je suis assez d'accord avec vous sur l'importance de l'apprentissage en situation. En tout cas, je comprends qu'il y a une demande croissante des étudiants qui soient plus intéressés par les cours. Parce que justement, je trouve ça intéressant d'avoir en fait, des articles en ligne, des choses pour apprendre, d'avoir différents modes de savoir. Et nous, c'est vrai que par exemple, par rapport à l'université, on a accès à certaines plateformes, par exemple Cairn ou Isidore, où on trouve des articles sérieux, on est sûr que la source est fiable.
Mais quand on lit un article, on ne bénéficie pas de tous les liens qu'on peut faire avec, comme quand quelqu'un nous présente l'information. Parce que quand on est face à un expert qui nous parle de quelque chose qu'il a lu, de quelque chose qu'il a étudié, quand on voit des liens avec des exemples, avec des films, avec des définitions, c'est vrai que c'est plus parlant, et avoir seulement cette information et pas d'autres en même temps, je trouve que du côté de l'attention, ça joue quand même beaucoup. C'est aussi moins coûteux en énergie. Finalement, je m'épuise beaucoup plus vite face à mon ordinateur. J'y passe moins de temps aussi parce que c'est plus rapide, mais j'y passe aussi moins de temps parce qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de faire autre chose. Alors qu'un cours, on peut y passer 3 heures, d'accord, ça peut être un peu fatigant, mais je trouve que la fatigue est quand même moindre parce que finalement, tout fait sens, tout est déjà lié. C'est pas un apprentissage morcelé où on va prendre des articles qui viennent de différents endroits, on va les classer suivant des thématiques. Et je trouve que quand même cette relation au savoir est importante dans le cadre de l'apprentissage. Voilà, merci. Merci pour cet hommage à la fonction enseignante. Vraiment. Tu voulais intervenir ? Oui, Adrien Ferraud. Je n'ai pas de remarques, mais des questions à vous poser. 2 questions. Vous avez parlé de cette acquisition nouvelle du savoir. C'est une problématique que moi je travaille depuis environ, alors je vais vous faire peur, depuis environ 30 ans. Depuis la formation des maîtres d'école dans le cadre du plan informatique pour tous. Donc c'était en 1985. Et on se posait déjà la question, avec l'arrivée de l'enseignement assisté par ordinateur, de la socialité des savoirs. Ce que vous dites tellement bien, Juliette, c'est que s'il n'y a pas autre, il y a beaucoup de savoir, mais peut-être pas de connaissances. Et qu'il y a une différence entre les savoirs et les connaissances. Vous avez parfaitement raison, et tout le monde l'a expliqué ici, que les savoirs sont partout, sont accessibles, sont quelque part émiettés. Mais où est l'autre ? Quand vous dites que vous avez besoin, vous-même, de pouvoir revenir à la relation, à l'interaction sociale, moi je me pose des questions sur votre façon d'utiliser Internet, qui, permettez-moi de vous le dire, est un petit peu vieillotte. Parce que vous utilisez Internet sur des logiques documentaires, alors qu'Internet peut être aussi un espace de téléprésence et d'interaction forte, émotionnelle avec l'autre. Et donc la question que je vous propose, est-ce que vous avez déjà testé ça ? Est-ce que vous avez fait déjà des téléréunions ? Est-ce que vous avez rencontré déjà, non pas virtuellement, mais à distance, parce que le virtuel signifie pas encore être. Est-ce que vous avez déjà rencontré virtuellement des personnes au-delà de leur article, est-ce qu'il y a eu déjà des rencontres qui se sont faites où il y avait de l'émotion, où vous gardez cette émotion que dans les rencontres de proximité ? Alors, pour ma part, c'est vrai que je ne bénéficie pas encore beaucoup de cette expérience. Je n'ai encore jamais été sur le milieu du travail. Donc les réunions, c'est vrai que j'en ai pas fait tellement avec l'ordinateur, c'est certain. Par contre, j'ai déjà été en contact avec des proches à travers cette interface. J'ai déjà essayé de mener des travaux en groupe. Et à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui reste partiel. Donc oui, j'utilise ces outils. Malgré tout, ils ne me suffisent pas. Donc c'est un point de vue tout à fait personnel, mais je pense que de temps en temps, on a quand même besoin de la rencontre. Et là, j'étais vraiment par rapport à l'auto-formation plus que par rapport à l'efficacité. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très performant, c'est important et ça n'empêche pas l'émotion. Par contre, je trouve que sur la dimension du contact, on est quand même beaucoup plus centré sur l'objectif face à cette interface et il y a moins de place pour la relation finalement. On n'a pas toutes ces anecdotes qu'on rapporte de notre journée ou de la veille, justement les pauses café où on va discuter un peu hors du cadre, donc dans une dynamique d'auto-formation, dans une dynamique d'entreprise, c'est sûr que c'est important. Après, je pense que c'est aussi important justement de ne pas utiliser seulement ces outils pour préserver la dimension du contact qui, moi, me permet vraiment d'incorporer les savoirs, les connaissances, de les lier et les utiliser sur le long terme. Voilà.
Du coup, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport à cette expérience, notamment par un outil que je pense qu'on utilise à peu près tous, Skype. Et effectivement, l'ayant déjà testé, je trouve ça très intéressant, mais il comporte quand même ses limites. Effectivement, ça donne un temps donné, un cadre donné, comme le disait Juliette. Après, je suis pas sûre qu'en termes d'émotion, il y ait la même approche que dans un contact en face à face, puisque face à un ordinateur, même si on voit la personne, moi, je trouve que les ressentis ne sont pas du même ordre. Je trouve que l'ordinateur, il est quand même là pour dire qu'il y a une distance finalement par rapport à l'autre. Pour moi, non, les émotions, elles peuvent être présentes, mais elles ne le seront pas de la même manière. Alors j'aimerais en venir à un autre point. Vous parliez d'une façon un peu vieillotte d'utiliser Internet. Oui et non. Parce que la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on cherche quand on va utiliser Internet ? Est-ce que l'on cherche des informations ? Est-ce que l'on cherche de la connaissance ? Ou est-ce que l'on cherche de la relation ? Et en effet, il y a différents moyens de l'utiliser, mais qui s'adaptent à ce que nous-mêmes on cherche. Et j'en viens à l'idée de l'éducation, qui est justement d'apprendre à sélectionner déjà ce que nous-mêmes on veut, pour pouvoir ensuite sélectionner les ressources adéquates à ce que l'on recherche. Mais confondre les deux, je pense que c'est une assez mauvaise chose. Tout comme dans un courrier, quand on envoie une lettre formelle, par exemple, pour obtenir un article, on ne va pas spécialement chercher à tisser une relation avec l'auteur qui se trouvait en Amérique ou qui se trouve. Je pense qu'on est sur le même cas de figure avec l'utilisation des technologies informatiques et Internet. Du coup, je vais parler aussi. C'est très rapide, juste par rapport aux émotions. Je me tourne plus vers l'avenir, là. Juste, je vous conseille dans ce cas-là aussi de regarder, et tous, Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, a proposé, il y a peu de temps, ils ont développé avec leurs équipes un moyen de faire des hologrammes qui vont vraiment être, du coup non, qui ne sont pas réels. En fait, vous mettez juste des lunettes et à partir de là, vous voyez les gens qui seront là physiquement, bien qu'ils soient à l'autre bout du monde. Et du coup, d'un point de vue émotion, d'un point de vue physique, d'un point de vue présence, il y a quelque chose qui se joue selon moi. Merci beaucoup. Sur ce que tu viens de dire, Victor, ça me fait penser à la réaction que j'avais par rapport à la question, à savoir la présence ou non des corps. Or, avec l'hologramme, on s'en rapproche, et au final, cette société de l'accélération ne va-t-elle pas jusqu'à poser la question de jusqu'à quel point l'humain est-il remplaçable ? Tu voulais redire quelque chose ? Non. Alors, une dernière question. Oui, alors je voudrais intervenir un peu aux 4 étudiants. J'ai accompagné finalement des mémoires professionnelles, des mémoires d'HDR, des mémoires de recherche, que j'ai toujours considérées comme leur chef-d'œuvre, un peu dans l'optique du compagnonnage, du compagnonnage. Je me suis toujours aperçu qu'il y avait un moment crucial, c'est le moment où il basculait de la posture d'apprendre à la posture de produire du savoir et de devenir auteur. Donc comment vous véhiculez ? Parce que un des risques de la surinformation, c'est qu'on passe son temps à chercher de l'information et on ne fait pas un break à un moment donné pour devenir soi-même en fait producteur, auteur, alors producteur mais y compris producteur collectif. Donc comment vous veillez cette tension entre la situation où vous êtes en acquisition et au moment où vous basculez avec la posture d'auteur. Donc de toute façon, vous aurez tous à basculer sur cette position-là, au moins à partir du Master 2, voire de vos recherches. Alors comment vous vivez ce basculement entre l'acquisition et devenir vous-même auteur, acteur ou producteur de savoir ? Moi, je trouve qu'on est en plein dedans, donc c'est un peu difficile de répondre à votre question, franchement, sans avoir trop de recul. Je pense pas qu'il y ait vraiment un cap ou une marche ou quoi que ce soit, vu que c'est une demande déjà de la part de l'université, donc forcément on répond à cette commande-là plutôt. Comment finalement face à ce savoir-là, je pense le savoir finalement on se l'approprie. On prend le savoir qui nous correspond aussi et finalement on essaye de le transmettre à notre manière aussi un petit peu.
rapidement, du coup, oui, par rapport à ça. C'est vraiment une question que je me pose moi-même en ce moment, du coup, dans la rédaction de mon mémoire de recherche, parce que on a vraiment accès à un nombre incalculable de savoirs. C'est-à-dire que, même en parlant niveau publication, c'est-à-dire que on a, je prends un article scientifique, à l'intérieur, on a d'autres publications qui vont nous emmener à d'autres, qui vont nous emmener à d'autres, ça va faire des interconnexions de partout. À quel moment s'arrêter? Je suis totalement d'accord avec vous, c'est une très très bonne question. J'ai pas trouvé de réponse. Voilà. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Alors, on a une dernière question dans la salle, parce qu'on a encore la table ronde. Oui, une dernière question, oui. Oui, alors c'est marrant parce que cette question-là, moi, me passionne quand même énormément et je remercie monsieur d'avoir posé la question. Peut-être une piste de réflexion autour du processus créatif et donc autour de Csikszentmihalyi et du coup de la psychologie de la découverte et de l'invention. Puisque justement, il va décliner plusieurs phases dans le processus créatif et notamment celui de l'accumulation d'informations, de ce que Jean-Pierre d'ailleurs appelait le plein inorganisé, il me semble, et puis d'un nécessaire temps de lâcher prise pour permettre à l'Eureka de venir et ensuite de passer vraiment à la phase de travail. Donc il y a bien un rapport au temps aussi qui est très très fort, et non seulement le temps d'accumuler un ensemble de savoirs, mais en même temps le temps de le digérer et de laisser de la place pour que naisse enfin l'idée qui sera la vôtre. Enfin, donc voilà. Donc moi je trouve qu'il y a une belle, peut-être une belle réflexion à avoir auprès de la pensée de Csikszentmihalyi, voilà, qui est un auteur qui a donc travaillé sur la pensée créative, la psychologie de la création. Merci beaucoup, Lucé. Merci à vous quatre. On les applaudit encore. Voilà. Alors, encore une petite chose, s'il vous plaît, avant de quitter ça. Donc, en tant qu'étudiant, c'est vraiment une chance d'avoir pu intervenir sur un colloque. Et on aimerait remercier Monsieur Hélon de la confiance qu'il nous a portée pour ce moment. Merci.